Donc à ma droite, Fiona Cohen, superviseuse de projet chez Autour de Minuit, qui vient nous parler de la création d'un studio 2D open source. Tout à fait. Bien. Basé sur Blender et avec Flavio qui est tout à gauche. On arbore le t-shirt qui va avec. C'est ça. Ils sont thématisés. Donc Flavio, justement, puisqu'il était question de toi, tu es déjà venu à cette tribune, donc cofondateur et directeur de recherche et développement chez les Faits Spécial. Oui. Et là, tu viens nous présenter LibreFlow. Tout à fait. Pipeline semi-décentralisé. Oui. Et François, à côté de moi, François Grassard, donc cofondateur et Chief Creative Officer chez Left Angle. Voilà. Et là, tu viens nous parler d'artisan. Autographe. J'ai dit une bêtise, voilà, c'est bien. Bon, c'était la première, fallait. Excuse-moi. Donc, tu vas me dire, c'est juste, ou si je me trompe encore, pipeline de production hybride. Voilà, 2D, 3D ou 3D, 2D, basé sur le format USD. Ok, Fiona, à toi. Ok, super. Du coup, oui, moi je représente à la fois Autour de Minuit, producteur délégué, et ADV Studio, qui à la base est le studio qui a été créé en 2011 pour faire les productions d'Autour de Minuit, mais qui depuis quelque temps est ouvert à la prestation. Et donc on est basé à Paris. Voilà, si vous ne connaissez pas le travail d'Autour de Minuit, je représente rapidement, mais nous, notre ADN, c'est des courts-métrages, environ une centaine produits depuis 2001. Énormément de choses expérimentales et pas forcément pour les enfants. C'est pourquoi tu dis ça? souvent ce qu'on raconte. Et on a produit aussi depuis 7 ans des séries, des spéciaux TV. Et depuis 3 ans, on s'est mis au long métrage. Et tout ça, c'est de la 3D, de la 2D, de l'hybride ou de la stop motion. Donc voilà, notre ADN, en fait, c'est de la diversité, finalement, tout en ayant une ligne de DA quand même. Et notre pipeline, pour le présenter rapidement, il est centré sur Blender. Donc je l'ai mentionné, je porte le t-shirt. Voilà, nous, en fait, on a construit notre pipeline avec Blender depuis 2008. Et on fait tous nos projets 3D presque totalement dessus, parfois 100% dessus. On travaille encore avec d'autres logiciels pour les parties compositing ou décor, selon les projets. Et du coup, depuis quelques années, depuis fin 2018, on travaille avec Kitsu, du coup, pour le production tracking, donc un outil, voilà, Franck est au premier rang. Donc voilà, pour le suivi de production, donc c'est un outil en ligne, et en interne pour faire le lien entre Blender, le serveur et Kitsu, on a donc un asset manager qui s'appelle Gadget, qu'on surnomme le gardien du pipe, parce que forcément on a besoin de quelque chose qui organise, qui permet d'avoir une interface pour les utilisateuristes et de faciliter le travail de tout le monde, d'accéder au logiciel de manière pratique et aussi à tous les outils qui ne sont pas intégrés au logiciel. Notre intention, en fait, en demandant cette aide il y a maintenant 2 ans, c'était à la fois renforcer notre pipeline existant, donc le côté 3D, d'améliorer le pipeline 2D qu'on avait pu tester sur un projet de court-métrage, Ronde de nuit, donc ça j'en reparlerai, et surtout de créer en fait sur ces bases, donc ces 2 piliers, un pipeline hybride qui soit performant. Et donc ça, c'était notamment le projet de Unicorn Wars, le long métrage qu'on a fini en début d'année et qui sort à la fin de l'année en France. Voilà. Tout ça dans le but de, comme je l'ai dit, en fait, faire des projets de plus en plus ambitieux parce qu'on a de la diversité, mais du coup, on veut aussi monter en gamme, mais aussi pour s'ouvrir à la prestation, répondre à des demandes toujours plus diverses et consolider notre activité sur la durée. Alors, les 2 personnes qui ont développé les outils dont je vais parler, donc c'est Christophe Seu et Samuel Bernou, qui eux aussi sont mordus de Blender, comme leur photo le montre. Voilà, tous les 2 superviseurs techniques, développeurs sur Python notamment. Et donc moi, je suis superviseuse de projet, c'est-à-dire que je supervise toute la fabrication qui passe au studio et le département technique et R&D. Et donc, on peut passer à la suite. Donc, j'ai découpé ça en 3 temps, c'est-à-dire, enfin, il y en a 4 si j'ai le temps à la fin, mais c'est vraiment les outils spécifiques animation 2D,
des outils qui viennent agrémenter le pipeline, les in and out de chaque étape. Et ensuite, notre plus gros dev depuis la création d'ADV, qui est du coup le GP Tracer, qui permet de passer de la 3D à la 2D, et donc de faire ce pont tant rêvé pendant des années. D'abord, la GP Toolbox, c'était vraiment la base pour faciliter le travail des artistes. Déjà, je veux parler en termes de nom. Il existe deux choses, la Grease Pencil Tools, qui est maintenant un add-on inclus dans Blender, qui a été développé par Samuel, et la GP Toolbox, qui est notre outil interne et qui est à disposition en public sur notre GitLab. Donc, peu importe, les deux, en fait, on travaille ensemble, ils sont complémentaires, et ils sont maintenus et perfectionnés par Samuel, qui est vraiment notre spécialiste Grease Pencil. Donc, le but, c'est vraiment de faciliter le travail d'interface, d'outils des animateuristes. Voilà, donc les exemples très basiques, c'est retrouver ces fonctions dans Grease Pencil, qui est donc l'outil 2D de Blender. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais le Grease Pencil, c'est l'outil 2D de Blender, qui à la base n'était qu'un outil d'annotation et qui aujourd'hui permet de faire des films. Donc il fallait forcément retrouver des choses très basiques qui n'existaient pas forcément. Et donc c'est des outils de placement, de déformation, d'interface aussi, parce que le timeline scrub, ça permet de travailler en plein écran, mais de faire appel quand même à sa timeline quand on animatorise 2D pour voir où on se situe, visualiser l'avant-après. Et donc sur Ronde de nuit, qu'on a fabriqué entre 2020 et 2021, c'est notre premier court-métrage, notre premier film totalement en Grease Pencil. Et bien, ça nous a permis justement de former les équipes, d'avoir les retours et du coup de faire les premiers outils. Donc ça, c'était avant l'appel, la demande de financement. Donc je vous montre quelques images pour que vous voyez ce que ça pouvait rendre sans avoir tous les outils que je présente ensuite. Donc c'était déjà assez performant. On pouvait faire des FX, de la colo, qui est quand même une des parties les plus complexes dans Grease Pencil encore aujourd'hui. Et puis ça nous permettait, comme on était dans Blender, de travailler aussi avec la 3D, qui par exemple en intégrant une voiture 3D, parce qu'il y a une course-poursuite dans ce film. Donc voilà, ça nous a permis de savoir qu'on pouvait faire des films et que ce qui nous manquait, c'était du confort et de la performance. Donc la prochaine étape, c'est la GP Toolbox, qui est donc notre outil interne public. Voilà, Samuel aime bien la présenter comme une très grosse barre d'outils, parce que fondamentalement, voilà, ça peut ressembler à ça. Donc c'est un logiciel 3D. On a parlé d'interface ce midi à table. Ça peut faire peur, mais l'important, c'est de savoir que c'est là pour vous aider. Voilà. Donc tout ça ne pop pas quand vous ouvrez Blender, hein, on est bien d'accord. C'est juste des petites captures d'écran. Et je reviens dessus, oui c'est ça, c'est plein de petites fonctions qui viennent vous faciliter la vie, qui viennent faire des choses basiques. Et aussi, c'est très important quand on travaille seul ou dans un pipe, c'est aussi des sets de préférences et de raccourcis qui sont du coup tous rassemblés au même endroit pour que si vous travaillez tout seul, vous puissiez passer d'un plan à un autre en ayant toujours les mêmes presets, ou si vous travaillez dans un pipe, et par exemple nous avec notre asset manager, que par projet, on définisse des paramètres et que vous ouvrez votre scène via gadget, hop, tout est déjà bien seté. C'est quelque chose qui parfois en 2D passe un peu à la trappe et on se retrouve avec des résolutions différentes, des colorimétries, etc. Donc c'est hyper important quand on veut faire les projets bien contrôlés. Ensuite, plein de fonctions basiques qui sont vraiment utilisées constamment, des fonctions de caméra, de zoom, de référence, de propriété d'objets. Donc encore une fois, hein, l'interface de Blender, c'est du gris avec du bleu quand on clique dessus, en gros. C'est pas si austère que ça quand on a justement préseté l'interface qu'on souhaite avoir. L'intérêt étant de n'afficher que ce qui est utile à l'équipe. Et donc pour le pipeline, parce qu'il n'y a pas que l'anime dans la vie, on fait des films d'animation, mais il y a aussi d'autres départements. Donc voilà, en 2D, je dis des choses que tout le monde doit savoir dans la salle, je pense, mais il y a différentes passes d'animation qui sont additives, et donc on a besoin d'exporter ces différentes layers, ces différentes couches, de manière correcte pour s'y retrouver à la fin. Et donc là, c'est une image de Unicorn Wars où on a simplement décidé de donner des préfixes à nos layers. Et donc Samuel, il a développé un outil qui nous permet de gérer les nomenclatures. C'est quand même la bête noire des artistes en 2D, en décor aussi d'ailleurs.
Et donc tout simplement, en fait, on sélectionne son élément, on sélectionne ses paramètres. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut setter via un asset manager. On peut utiliser CU pour cleanup ou assist. Voilà, peu importe votre langage, vous pouvez le mettre en place. Et en fait, ça permet de changer très facilement les choses, d'éviter les fautes de frappe, etc. Encore une fois, c'est un outil assez basique de pipe, mais tant qu'on l'a pas, on se prend les pieds dans le tapis régulièrement. Ensuite, il y a l'importeur de palettes, pareil, pour garantir la cohérence du projet, les couleurs, les textures des lines, ce genre de choses. Donc, c'est toujours une volonté d'unifier le travail, qu'on parle des mêmes éléments. Et donc, ça permet de lier une palette depuis une librairie, c'est-à-dire on prend un fichier blend, on décide d'attribuer des matériaux et de les nommer d'une manière spécifique par personnage. Et ensuite, on importe ce fichier blend et on peut lier les choses de son fichier à cette référence. Donc, ce qui fait que c'est aussi interactif. Si on change le fichier source, les fichiers de plan sont aussi modifiés. C'est toujours l'utilité de ne pas avoir à rouvrir tous les fichiers les uns à la suite des autres quand on modifie quelque chose. Il y a aussi d'autres outils qui permettent de corriger des erreurs dans la 3D. Voilà, par exemple, on reste dans un soft 3D. Des fois, les animateuristes ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas dans face caméra. Donc, ça permet de corriger des choses facilement. Et donc, hors de la GP Toolbox, justement, sur cette troisième dimension, pour préparer les plans, pour intégrer des outils, des PSD ou que sais-je, des décors en tout cas 2D. On a développé cet outil de plane management qui permet de setter en fait tous les calques du décor en fonction du champ de la caméra, ce qui permet de aussi préparer les choses pour la parallaxe, les mouvements de caméra, et aussi de mettre les layers GP, donc du grease pencil, au bon endroit dans la profondeur si besoin. On a aussi des outils qui permettent d'optimiser le rendu. Et là, en fait, ce qui est intéressant sur celui-ci, c'est qu'on utilise le compositeur de Blender, qui a plein de limitations, mais qui là s'avère parfait pour précompositer les choses. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire merger des calques les uns avec les autres. Donc, par exemple, tout ce qui est colorisation, on n'a pas besoin de séparer le rose du blanc, du gris, etc. On va tout merger, on va vérifier que tout est bien renommé, on va préparer tout le travail du compositing pour s'assurer que quand on passe au soft d'après, il n'y a pas besoin de repasser sur les nomenclatures, sur l'organisation ou quoi que ce soit. Tout a été fait dans Blender rapidement aussi, parce que c'est important. Et donc, l'outil qui vraiment nous a tenu à cœur ces 3 dernières années, c'est le GP Tracer. Alors, on l'a fait pour Unicorn Wars. Donc voilà quelques images du film. Je commence par les trucs un peu hardcore parce que, en gros, on a fait les licornes en 3D alors que le film a un rendu 2D. Mais on avait ce genre de scène. Donc, on ne voulait pas traumatiser des animateurs 2D et les faire travailler sur 500 licornes. Déjà, c'est très lourd, c'est complexe, ça prend du temps, ça coûte cher. Donc, on s'est dit, on va les faire en 3D, mais comment les faire, comment obtenir ce rendu 2D? Et on avait une autre problématique. C'était qu'on n'avait pas juste des scènes de loin, de bataille, etc. On avait aussi énormément d'acting, on avait des gros plans, et surtout beaucoup d'interactions entre la 2D et la 3D, c'est-à-dire du FX, de la gestion de crinière, quand on parle de licorne. On n'en parle pas assez, ça, de la gestion de crinière. On n'en parle pas assez, non, tout à fait, c'est une vraie problématique. Donc on a fait un peu de coiffure sur ce film. Et donc pour obtenir ce résultat, en fait, on a fait cet outil. Donc c'est-à-dire qu'on part d'une modélisation, on fait un rendu via Freestyle, qui est du coup un outil qui permet de sortir les lines de la 3D. On aurait pu le faire via LineArt, qui lui convertit directement en line grease pencil, mais il y avait des limitations et des bugs qu'on espère seront bientôt résolus. Donc Freestyle, ensuite on convertit ces lignes, en fait c'est des ensembles de points, c'est un grand tableau de données, on le convertit en grease pencil via un code Python. Et en parallèle, en fait, tout ce qui est couleur de base, les ombres, les lumières, ombres portées, etc., on les sort via le rendu 3D. Et tout ça est réintégré ensuite dans le plan Blender en objet grease pencil. Donc, pour vous montrer rapidement sur cette licorne, elle est bien 3D. On modifie quelques presets là, de la lumière pour changer la couleur. Donc on a des lights 3D dans l'environnement.
Voilà, on modifie quelques paramètres dans l'outil. Donc vous voyez là, elle est en niveau de grille, et paf, la conversion a été faite. Alors évidemment, ça ne se fait pas en un quart de seconde, mais c'est quand même assez rapide. Ça reste assez léger. Donc là, quand on va changer l'angle de la caméra, vous verrez cette espèce de truc hybride. La 3D existe encore, donc on peut simplement supprimer le modèle ou le laisser là s'il ne gêne pas. Et en fait, la 2D s'est placée en fonction du champ de la caméra. Pourquoi on avait besoin de faire du GP? Pourquoi on a voulu transformer ça en objet Grease Pencil? C'est pour garder en fait l'interactivité, pouvoir le modifier. Parce que si on sort des couches, des PNG et que derrière on ne fait que les envoyer au compo, finalement, on ne peut rien retoucher ou alors c'est très complexe. Là, c'était pour corriger des bugs ou des imperfections, ou aussi enrichir le dessin, c'est-à-dire rajouter des choses que la conversion ne fait pas. Des textures, des détails, etc. Et donc ça, c'était pour comparer à de la 2D pure. Voilà. Les oursons sont 2D totalement. Et la licorne 3D, 2D avec de la texture. Pour finir rapidement, donc on l'a utilisé sur ce gros film hybride, mais on l'utilise aussi maintenant, cet outil GP Tracer, pour des courts-métrages. Là, c'est un court-métrage totalement Grease Pencil, sauf le vélo, qui a été en fait fait en 3D, parce que c'est vraiment compliqué d'animer un vélo en 2D, dans la perspective, etc. Et on l'a converti en Grease Pencil parce qu'il y a énormément d'interactions avec les personnages. Et donc ce qu'on veut faire dans le futur, c'est toujours plus de Grease Pencil, du Grease Pencil dans l'environnement 3D avec des outils de plus en plus innovants de Blender. Les ronds dans l'eau, là, c'est du Geonode, donc l'outil qui est en train de révolutionner tout ce qu'on sait de la 3D, etc. dans Blender. Et voilà, le projet qui va pas mal nous occuper normalement, c'est InWaves, où on va pousser l'outil de GP Tracer encore plus loin. Donc c'est un long métrage qu'on ferait en prestation pour Silex Film, où il y a des vagues, où il y a de l'acting aussi, et donc on veut faire tous les personnages en 3D, les convertir en Grease Pencil, et on veut faire les vagues aussi en géométrie node, en les alliant avec des FX 2D. Donc c'est un gros challenge, mais la technologie nous le permet maintenant, et donc ce sera d'autres développements aussi. Et voilà. Merci Fiona. Plein de succès pour Unicorn Wars à la fin de l'année. Okay. Flavio, à toi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, on m'a proposé de venir parler de LibreFlow, qui est notre asset manager. Alors, parmi tous les outils de développement qu'on fait, c'était le moins visuel, mais c'est comme ça, c'est tombé sur moi. On est une société créée en 2015 basée à Montpellier. On vient du long métrage et on vient de livrer notre 4e et on travaille sur différents supports, mais bon, voilà, je vais vous passer tous ces détails. On a une quinzaine de collaborateurs et une bonne appétence pour la R&D depuis le début, depuis la création de l'entreprise. Donc l'asset management, c'est la colonne vertébrale, ça, souvent des projets. C'est ça qui va permettre de gérer un projet avec l'ensemble des problématiques techniques. Je vais vous parler de LibreFlow, donc c'est un truc qui ne vient pas clé en main. C'est vraiment une sorte d'outil qui est en éternel working progress, où on va adapter aux besoins de la production constamment l'outil au fur et à mesure du projet. Donc on peut l'adapter. Alors, pour parler de LibreFlow, il faut que je vous parle de Cabaret. Cabaret, c'est un framework qui a été principalement développé par Damien Courreau, qui est présent dans la salle, qui a des fans, que j'ai rencontré, moi, à MacGuff, puis Illumination, où il travaillait notamment sur un cas qui était l'asset manager de MacGuff. Il a commencé à bosser sur Cabaret chez Supamonks, il a continué chez Ubisoft, et aujourd'hui qu'il est chez Fortiche, il ne continue pas. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Cabaret, ce que ça apporte, c'est d'abord une modélisation du workflow. Donc, en fait, c'est vraiment un framework sur lequel on va décrire ce qu'on a besoin pour un projet. Donc, j'ai besoin de plans, j'ai besoin de séquences, j'ai besoin de départements, de tasks, j'ai besoin de fichiers, etc. On va décrire ça et on va créer les actions qui vont avec, donc les liaisons qui vont avec, un certain nombre de paramètres et des actions. Ça va proposer aussi la gestion de l'enregistrement des données dans une base de données automatiquement. Donc, je n'ai pas besoin de m'en occuper, moi, quand je décris le flow. La génération d'une interface graphique aussi, qu'on va avoir celle de base et on va pouvoir, après on verra, construire des choses par-dessus. Ça reste du Python à fond, donc on peut faire tout ce que Python peut faire, donc se connecter à n'importe quoi derrière, et l'importer dans un DCC qui gère Python, par exemple, sans problème. Et ça gère la mise à jour des interfaces, enfin, quand plusieurs personnes sont connectées, si quelqu'un fait une mise à jour, les autres sont notifiés de la mise à jour et ça met à jour les fils. Donc voilà, c'est toutes sortes de petites fonctionnalités basiques, mais très importantes pour que ce soit utile derrière.
Alors, c'est basé sur Redis, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc là, juste un petit historique des différentes versions qu'il y avait. Et aujourd'hui, on a une ouverture sur MongoDB, dont nous, on utilise et on abuse un peu aussi. Mais voilà. La courbe d'apprentissage, elle est un peu raide, des fois, il faut s'y mettre. Damien Courreau, c'est un niveau de Python assez hors du commun, à mon sens, et il faut rentrer dans sa logique des choses. Et on va souvent itérer, faire plusieurs flows et jeter des flows et recommencer, mais ça, voilà, c'est une histoire. Alors, je vais passer en mode, un peu en mode démo. Ah non, pardon. Quand on installe LibreFlow, en général, hors de la configuration du projet, pour un graphiste, c'est une commande pip install LibreFlow et ça va installer tout un tas de dépendances automatiquement. Cabaret étant la fondation qui lui-même se base sur d'autres briques importantes qui sont Qt ou des choses comme ça. Et LibreFlow est en fait divisé en 2 blocs, ce que nous on a vraiment séparé avec des briques génériques qu'on essaie de partager le plus possible. Et des briques vraiment spécifiques à un projet, quand on est un peu sale sur le projet, qu'on fait des trucs vraiment qui ne seront pas génériques et pas réexploitables plus tard. Si un graphiste lance LibreFlow, en général c'est un point .bat, mais ça marche sur Linux ou sur Mac bien sûr. Aujourd'hui, ce que vous allez voir, c'est des choses qui sont un peu vieilles aussi, mais qui évoluent. Donc on tombe sur une page d'accueil sur laquelle on peut faire des recherches et aller directement à un plan. On va se connecter. Alors nous, on se connecte sur Kitsu aujourd'hui. Donc voilà, comme je vous dis, cette page d'accueil elle est un peu austère et on va la refaire. Mais ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir accéder au film et du film aux séquences du film, par exemple. Alors on a des listes comme ça, on peut avoir des actions, donc là il y a des trucs de package, on pourra en reparler, des filtrages, des recherches, voilà, et on peut se balader. On va arriver dans un plan, et dans un plan on va trouver des tasks, ce que nous on appelle des tasks, qui peuvent être génériques à tous les plans du film ou spécifiques à un plan qui ont une tâche de VFX en plus, ce genre de choses. Et donc là je rentre dans le compositing, et là pour l'instant j'ai rien du tout dans la colonne works, et on va voir plus tard pourquoi. Pour le graphiste, en fait, il va rentrer par cette fenêtre qui est nouvelle, elle est arrivée lundi matin, donc c'est vraiment tout frais. C'est une page qui est connectée à Kitsu aussi, c'est la destination de Kitsu. À droite, on voit aussi la liste des commentaires de Kitsu, et on peut aller directement à Statage depuis cette page, ouvrir les fichiers importants. Donc, quand je suis en compositing, je pourrais créer des fichiers à la main, mais je peux surtout utiliser un système qui permet de créer des fichiers prédéfinis pour la task. Alors, souvent c'est automatisé, les graphistes ne le font même pas, mais bon, là je vous montre la procédure complète. Donc là j'ai des fichiers possibles par défaut sur cette tâche, je vais rajouter le compositing ref et demander à créer ces fichiers, et ils vont apparaître dans les listes. Donc là on va avoir le fichier de compositing au milieu, si je le sélectionne, j'ai rien du tout dans l'historique pour l'instant, il n'a pas été créé. Donc on va créer une working copy, qui est le fichier de travail, en fait c'est une copie de travail pour le graphiste, et c'est sur ça qu'il va pouvoir travailler. Donc la working copy, c'est vraiment un fichier After rangé à un bon endroit, et on va lancer After Effects à partir de là, du double-clic, et ça va ouvrir After Effects. On va pouvoir, ou n'importe quel DCC bien sûr, c'est pas du tout lié à After Effects. Et le graphiste va pouvoir faire son travail. Alors nous, en général, on a des scène builders qui vont construire les scènes, setuper tout ça. Là je fais un truc, tu feras pas mieux. Okay. Et donc là, l'intérêt, c'est une fois qu'on a fait ça, c'est de publier le travail. Donc on publie le travail, on crée, on met un petit commentaire. Et en fait, ça va faire une révision, une itération du travail versionné, enregistré, qui va pouvoir être partagé. Donc là, j'ai fait une V1, par exemple, je peux lancer un playblast. Donc ça, c'est des actions. Par exemple, je lance un playblast donc en arrière-plan ou sur la render farm. Ça envoie le fichier After. Là, ça m'a créé le dossier compo-render qui n'était pas créé avant. Je vois là en temps réel que les images sont en train d'être calculées. Ça va me générer un movie, etc., etc. Donc, c'est des actions qu'on va créer pour les besoins de ce projet, d'accord, ou de ce workflow. Donc là, je peux ouvrir le résultat avec mon play séquence, voilà, des actions qui peuvent lancer RV avec les séquences bout à bout. Enfin, on peut imaginer n'importe quoi. En fait, on crée les actions au besoin. Donc là, bon, je veux changer le texte, donc je vais réouvrir le fichier. Donc je vais pouvoir faire une nouvelle itération, je vais pouvoir modifier le contenu. Là, on est complètement dit de faire autant de contrôle à ce qu'on veut. C'est vraiment un fichier de travail pour le graphiste. Il fait un publish à nouveau. On a une V2, donc on commence à avoir une historique de travail. Et l'étape d'après, ça va être, dans le cadre de l'appel à projet CIT Covid, ça a été de faire un truc qui permettait de travailler à distance ou en multisite. Donc là, par exemple, ce fichier-là, il est disponible pour l'instant dans la colonne LFS, comme on peut voir en bas, qui est l'effet spécial. Et si Baptiste, qui travaille chez lui, a besoin de travailler sur la V2, il va faire une requête dessus. Donc ça va se mettre en attente, ça va uploader le fichier sur un serveur d'échange, soit automatiquement, soit semi-automatiquement. Il va pouvoir le récupérer chez lui. Donc ça va récupérer le fichier After, mais ça peut aussi récupérer toutes les dépendances et tout ça, parce qu'il peut y avoir des séquences d'images, des trucs comme ça. Il va faire une working copy, il va la travailler, il va la publier. Et donc là, on voit que nos deux versions de working copy sont issues de la même branche, de la même V2 pour l'instant.
Mais c'est en rouge, donc j'y ai pas accès pour l'instant. J'ai pas accès à son fichier puisqu'il est chez lui. Il a publié une V3. Cette V3 elle va être poussée sur le serveur d'échange et on va pouvoir à ce moment-là récupérer le fichier et continuer à travailler dessus. Donc là, je demande à télécharger le fichier et je le récupère sur mon site, donc au studio, pour pouvoir l'ouvrir. Je vais pouvoir aller vérifier ce qu'il a fait. Bon, j'ai du retard sur ma working copy, mais je peux régénérer une working copy à partir de son travail à lui. Ce que je fais là. Donc vous allez voir, ça va juste changer. C'est une sorte de pointeur de où est-ce que j'en suis. Et je vais voir ce qu'il a fait. Donc là, par exemple, il a changé le fond d'écran, la couleur de fond. Si je ne suis pas content, je peux revenir en arrière. Enfin, voilà, ce genre d'opérations qui sont habituelles. Le but du jeu ici, là, avec cette nouvelle vue qui est en prod depuis 2 semaines, c'est justement d'avoir un historique visuel sur ce qui s'est passé et vraiment comprendre le cheminement. Donc là, la V3 a été complètement squeezée dans la prod et on sait ce qui s'est passé avec les commentaires. Là, je peux créer un fichier complètement que j'ai envie, spécifique à un projet. Je vais pouvoir le comparer avec un autre plan, par exemple. Et je vais pouvoir faire des liens entre des fichiers d'un plan à gauche et des fichiers d'un autre plan à droite. Donc là, j'ai glissé le fichier .blend parce que ça peut servir de référence commune à plusieurs plans, etc. Donc on est sur cette logique. On a des systèmes pour voir les logs de rendu en cours, ce genre de choses, bien sûr, donc plein de trucs de base. D'autres actions ici, par exemple, je push vers Kitsu le movie que j'ai généré. Donc j'ai une petite interface, je change le statut, je mets le commentaire et ça le push dans Kitsu qu'on peut voir juste derrière en temps réel. Comme ça, les graphistes ne sont pas allés dans l'arborescence, chercher le fichier. Enfin, voilà, on essaie d'automatiser au maximum ce genre de choses. Donc voilà, la face visible de l'iceberg, c'est ce que ferait un graphiste la plupart du temps, c'est manipuler un fichier, lancer un playblast, le regarder et ensuite l'envoyer sur Kitsu par exemple pour validation. La face cachée, c'est qu'on a beaucoup de choses possibles. Alors il y a 2 composantes, comme je vous l'ai dit, sur LibreFlow. La composante projet, mais qui est très légère en fait, qui a vraiment des trucs très spécifiques à l'arborescence du projet ou des actions, et surtout la composante LibreFlow qui elle a tous les gros trucs de base, de synchronisation, de gestion, etc. On a des systèmes de nomenclature, donc chaque projet peut avoir, par défaut, c'est cette nomenclature-là qui s'impose avec des systèmes de variables, et je peux très bien choisir un autre système de nomenclature avec des trucs qui ne sont pas des variables, et donc ça c'est complètement ouvert à ce niveau-là. Nous, LibreFlow, on s'en est servi notamment sur ces projets de style et de taille très différentes, donc 2 longs métrages. On a commencé avec Marianne Marteau, qui est un pilote qu'on a fait avec Tchak, donc c'était vraiment, en essuyant les plâtres, c'était... Premier confinement, il fallait trouver une solution. Donc il y a eu ça. Il y a eu la sirène ensuite, en plein Covid aussi, 8 studios, même pipe qu'on a mis en place avec LibreFlow. 1800 plans, 3800 assets, 130 graphistes, 100 000 publishs dans LibreFlow et 26 000 publishs de movies dans Kitsu. Donc ça a fait beaucoup d'échanges sur 4 pays. Un petit coup de pub pour notre blog qui s'appelle lacuisine.tech. Vous pouvez voir un making-of complet de la sirène et du stack d'outils qu'on a créé pour ce projet. Anteor, qui est un projet de Miyu sur lequel on a travaillé. On a pu du coup connecter le réal qui était en région sud avec les animateurs qui étaient à Paris et chez nous à Montpellier avec ce genre d'outils. Tinikin, une prod 100% télétravail, nos équipes un peu dispatchées en France. Et des shots de piano player par exemple, car nous on utilise LibreFlow de façon interne constante. Et là LibreFlow était chez Studio Mariscal et chez Gaoshan et Shantou. Mais dans les 2 cas, ici ils ne l'utilisaient pas avec les graphistes. C'était pour faire de l'ingest, donc c'était des chargés de production qui faisaient rentrer leur travail dans LibreFlow. Donc pour nous c'était rangé automatiquement, dispatché, etc. Donc ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Et à eux aussi je pense de ne pas avoir à gérer des FTP, etc. Donc dans le futur on avance... pas mal sur pas mal de questions, avec des actions dynamiques, des choses qui vont permettre de rendre des projets encore plus autonomes sur LibreFlow. Comme je vous dis, c'est un logiciel, enfin, comme je vous l'ai dit, c'est dans le titre, mais c'est un logiciel libre, donc tout est dispo sur notre GitLab. Ça, c'est les contacts si vous voulez en savoir plus ou avez besoin d'une démo ou vous voulez réfléchir à ça. Et je refais un petit coup de pub pour la cuisine parce qu'on a des choses plus sexy que LibreFlow à vous montrer, notamment des trucs sur le Grease Pencil. Et il y a pas mal de choses sur notre blog, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'on fait. Avant de conclure un peu sur la partie logiciel libre, je reviens sur cette historique de Cabaret et de comment des studios se sont appropriés ce workflow et ont construit des choses par-dessus. Donc forcément, ça a commencé par Supamonks qui a créé 2 flows qui s'appellent Organ et maintenant Burrow. Organ qui est toujours en activité sur des projets historiques et Burrow qui est une nouvelle itération. Moi, j'ai découvert des briques de Cabaret, c'était pas encore les flows complets qu'il y a aujourd'hui quand j'étais chez Ineffecto il y a 10 ans.
Il avait fait un pipe qui s'appelait Le jour et la nuit. Chez l'effet spécial, donc j'avais fait un premier gros flow qui s'appelait Lodev avec Cabaret 2, la toute première itération. Et donc LibreFlow est arrivé avec différentes sous-sections, comme on peut voir ici. LibreFlow Do et LibreFlow.flow, ce qui est notre système beaucoup plus générique aujourd'hui qu'on veut déployer aussi sur des tout petits projets et beaucoup plus rapidement. Et là, par exemple, l'exemple de Carlab, qui utilise aussi Cabaret, qui a son flow qui s'appelle Cassette, pour le côté un peu rétro de l'interface proposée par LibreFlow par défaut. Il y a d'autres studios qui expérimentent des choses, mais je ne sais pas où ça en est, donc s'il y en a qui l'utilisent, n'hésitez pas à revenir m'en parler pour que je mette à jour cette slide de toute façon. Mais ce qui est important à comprendre ici, c'est que chaque flow listé est complètement différent. Les interfaces, elles ne ressemblent pas du tout, les actions, ce que le flow propose. On a le même framework, mais on a des résultats complètement différents, adaptés à nos besoins, avec des connecteurs différents, des trucs qui nous permettent de se connecter à d'autres studios, etc. Et chacun a sa sauce. Et ça, c'est ça qui est assez marrant. Donc voilà, mais on partage cette brique essentielle qui est Cabaret. Alors, avant de finir, j'ai fini ma démo sur LibreFlow, je voulais profiter de la minute 30 qui me reste pour parler de libre, de mutualisation des efforts. Le libre, c'est quelque chose qui a rendu un peu officiel ce qu'on fait depuis 2 décennies dans les studios, c'est-à-dire s'échanger du code sous le manteau, avec les intermittents qui reviennent avec leurs scripts, qui ne sont pas à jour, d'ailleurs, ils ont 3 versions de retard, parce que c'est pas centralisé. Le libre, c'est une solution pour la survie des outils. Le développeur part, mais il continue à travailler dessus depuis un autre studio, on en profite tous, donc c'est super. Le studio disparaît, mais passe à R&D avec le libre. Un FUI se termine et il est plus facile de maintenir une collaboration active avec du libre que chacun sa copie du soft et qui finit par disparaître. Je n'ai pas le droit de donner de nom, mais voilà. Souvent des programmes informels aussi autour de Cabaret, il n'y a pas de contrat entre les studios. C'est parce qu'on a les mêmes besoins, on va dans la même direction. En ce moment, on travaille beaucoup sur le Grease Pencil. Vous pourrez le voir sur le blog, comme je vous ai dit. On est en train de lancer des trucs un peu plus complexes. Et dans les discussions, d'un seul coup, avec Sergio Palabos Animation en Espagne, avec Autour de Minuit, on a commencé à réfléchir au futur des Grease Pencil. Et il n'y a aucun contrat qui nous lie, mais on va tous dans la même direction. Et on est en train de pousser pour faire un super outil l'année prochaine, enfin, on l'espère. Donc, et pourtant, voilà, c'est assez informel et ça marche bien. Alors, donc on est dans le cadre du CIT, juste là, je suis en train de terminer de toute façon. Vous connaissez cette petite mention qui majore les projets libres et c'est super important à mon sens. Et donc j'espère que dans la réforme qui vient d'être annoncée, cette notion va être conservée parce que c'est aussi une façon pour des studios de prendre plus de risques et de dire voilà, on va développer des outils que d'autres studios vont pouvoir utiliser aussi, qui vont pouvoir survivre, qui vont pouvoir évoluer. Donc pour moi, c'est primordial, je lance un petit appel au CNC, de garder ça dans le futur de la réforme. Moi, j'y suis pour rien dans cette décision et je suis très content qu'elle existe, donc je vais la défendre comme je peux. Et la dernière question, c'est quelle visibilité on donne à ces projets, donc notamment ceux qui sont aidés par le CNC, qui s'engagent à faire du libre, qui ont coché la case et qui ont eu cette majoration. Comment rendre ces projets visibles? Alors, les radis, à mon sens aussi, pour être un lieu avec d'autres débats, mais c'est bien parce qu'on se réunit. Je tiens aussi à signaler que le plus grand festival du monde en animation avait des grandes tables rondes sur la technique et n'en a plus depuis 3 ans. Je parle d'Annecy, bien sûr. Et je trouve ça assez dramatique parce que c'est aussi un lieu où on se rencontre et il devrait y avoir des choses comme ça. Et je propose que les partenaires, notamment le CNC, peut-être poussent à faire revenir ces tables rondes aussi parce qu'elles étaient très importantes. Et on peut, voilà, dans les autres choses, à moyen terme, on en a discuté la semaine dernière avec le CNC, créer une page ou des choses comme ça, profiter de la mailing list pour annoncer que tel ou tel outil qui a été soutenu par le CNC soit annoncé, où est-ce qu'il est disponible, etc. Et moi, mon appel aujourd'hui, voilà, je termine avec 10 secondes, c'est peut-être qu'on peut aussi s'autogérer un petit peu. Il y a pas mal de studios ici, je pense, qui font du logiciel libre et qui le mettent aussi sur GitHub, sur GitLab, mais c'est perdu dans un océan de millions de projets libres, de toute façon, et de code. Peut-être créons une page, juste une page simple, non affiliée, qui liste les projets et où est-ce qu'ils sont disponibles. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on essaie de réunir un peu cet index de projets. Et voilà. Donc voilà pour mon petit tour. J'avais plein d'autres choses à dire, mais... Merci Flavio. Bonjour, moi je suis Anouk Deller du CNC. Je voulais en profiter juste pour répondre à Flavio sur l'open source, puisqu'on a été interrogé. Donc dans le cadre de la réforme qu'a évoquée Pauline tout à l'heure, la réforme CIT-RIAM, oui, on va tout faire pour garder le bonus libre, bien sûr. Alors,
Merci nous, mais merci aussi au règlement européen qui nous le permet. Hein, c'est pas une invention du CNC. Et ce que je voulais dire aussi, c'est sur la réforme qui va venir. Donc on a dit plutôt deuxième trimestre. On a cette entrée opération à caractère collectif qui pourra servir aussi à accompagner des projets qui sont portés par la communauté, par les professionnels. Typiquement, si vous voulez développer un site internet autour du sujet de l'open source, nous, on pourra vous soutenir à cet endroit-là et on en serait ravis. C'est tout à fait le genre de projet qu'on attendra dans cette nouvelle entrée. Et bien sûr, la réforme permettra aussi d'accueillir tous les projets recherche et développement, comme ceux que vous nous avez montrés et qui sont super, et on va continuer à accompagner ce type de projet. Mais donc voilà, il y aura plutôt plus de possibilités. Nous, CNC, je pense qu'on n'a pas vocation à animer cette communauté. On est content qu'elle existe et on va la soutenir comme on peut, mais on attend plutôt de vous que vous le fassiez, mais on sera là en soutien. François, toi aussi, il paraît que tu as été inspiré par le logo des Radiraf, donc j'attends de voir ça avec impatience. Oui, j'ai l'art, tout ça. Bonjour à tous, donc je m'appelle François Grassard et j'ai cofondé en 2019 une société qui s'appelle Left Angle et dans lequel on développe un logiciel qui s'appelle Autograph, qui est un logiciel de création et de compositing 2D, 3D hybride, vous allez comprendre pourquoi, pour le motion design et les VFX, mais en fait ça peut aussi avoir une grosse utilité pour le monde de l'animation, c'est ce que je vais essayer de montrer. Et je vais parler, alors faire une démo du logiciel en 15 minutes, c'est pas possible, déjà qu'en 4 heures j'ai du mal. Et aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de ce qui a été financé particulièrement par le CNC RIAM au niveau étude de faisabilité, qui est l'intégration des scènes 3D et de la gestion 3D dans le soft. À côté de ça, on travaille aussi sur des services cloud associés qui permettent la synchronisation des projets, un peu comme une sorte de GitLab ou de GitHub, tel que le mentionnait Flavio, et une plateforme de travail collaboratif. Donc le logiciel n'est pas encore sorti, mais il sera bientôt disponible. On va annoncer bientôt une date officielle et les offres associées. Je vais aller directement dans le logiciel. Donc, on a un logiciel qui permet de faire de la création basée sur des calques. Donc, on peut importer des images. Vous allez avoir une pile de calques dans lequel vous allez mettre ici des éléments en dessous, avec lesquels vous pouvez jouer sur les positions, les rotations, ce genre de choses. Je ne vais pas passer trop de temps dans la 2D. Juste une petite animation, juste pour concurrencer celle de Flavio. Vous avez une vue sur le côté qui permet... Cette surenchère. Oui, on va se tirer la bourre. Juste une petite vue aussi qu'on appelle la Visual Stack qui permet sur la droite de voir directement les éléments, y compris ceux qui sont cachés derrière les autres. Et puis, on a la possibilité d'animer les éléments avec des keyframes, mais on a aussi un truc qui s'appelle les modifiers, qui va permettre, par exemple, de rajouter des effets. On appelle ça les effets dans d'autres logiciels, mais ça n'est pas que pour les images, c'est aussi pour les valeurs numériques, le texte, les objets 3D, dont un qui s'appelle l'animator et dont le but, en fait, va faire évoluer des valeurs, d'une valeur de départ à une valeur d'arrivée. Donc là, par exemple, si on a envie de faire popper le logo Radiraf ici, on a la possibilité de le faire avec une durée et un type d'interpolation qu'on peut avoir ici, par exemple ici en faisant un bounce et ce genre de choses. Tout ce que vous voyez là, de toute façon, c'est applicable à la 2D et à la 3D par rapport à ce que je vais vous montrer par la suite. Donc je vais repasser en élastique. Et donc, une des questions qu'on se pose chez Left Angle quand on a commencé à se dire qu'on allait intégrer de la 3D, c'est comment on peut avoir la même philosophie, on va dire, pour intégrer de la 3D telle qu'on le fait avec la 2D. Donc on a une timeline, parce que travaillant aussi pour le motion designer, la notion du temps et donc du timing est très important. Et donc, en même temps, on veut garder cette notion de contrôle du temps et de contrôle des éléments dans le temps en 3D. Donc, dans les 12 minutes qui me restent, je vais essayer, en fait, à partir de zéro, de vous faire ce type d'anime, avec des éléments que je vais importer, puis je vais vous montrer un peu comment ça se construit. Et pour ça, en fait, quand on a commencé à discuter de l'import de la 3D, on a voulu se baser sur un standard ouvert qui s'appelle l'USD, le Universal Scene Description, qui a été fait par Pixar. C'est un format d'interéchange. Alors, il en existe plusieurs variantes, des formats binaires compressés pour que ça se lise très vite, des formats USDA en ASCII pour pouvoir le lire par un humain, des formats de distribution, l'USDZ notamment, quand vous utilisez des assets de chez Apple qui s'appellent les ARKit assets, en fait, c'est de l'USDZ qui est en dessous. Mais réduire l'USD en fait, à un format simplement d'interéchange, c'est très réducteur parce que c'est aussi un format de composition de scène. Et comme on fait du compositing, le mot composition, ça nous intéresse très fortement. Et c'est pour ça que, de la même manière que j'ai importé ici des éléments 2D, je vais pouvoir en fait importer des scènes USD. Alors, petit lapsus, ça n'est pas importer, c'est lier des scènes USD, puisque le but de l'USD, justement, c'est de pouvoir créer des liens entre les éléments et non pas de les importer pour répliquer les informations. Donc ça veut dire qu'on réduit le stockage énormément, les informations n'existent qu'une seule fois, et ça évite de les réécrire.
Donc par exemple ici dans cette première scène, eh ben, je vais avoir un personnage qui va être là. J'ai tout sorti de Blender parce que Blender a un export USD, alors pas la version officielle, mais il y a une version qui est faite par Nvidia qui est beaucoup plus fournie et qui permet d'extraire tout un tas d'informations comme ça. Je vais revenir après sur ce qui marche bien pour l'instant dans leur norme et ce qui marche un peu moins bien. Et donc ce personnage, j'ai la possibilité en fait de créer une nouvelle composition et de lui dire je vais te mettre directement dans ma composition comme si c'était un asset 3D, 2D pardon, mais sauf que là c'est de la 3D. On peut passer le viewer ici en mode 3D. Et étant donné que c'est un élément maintenant qu'on peut timer dans le temps, je vais pouvoir le décaler dans le temps, éventuellement le dupliquer ou ce genre de choses. Donc soit vous prenez l'asset et vous le mettez directement, et là ça rejoint un petit peu ce que disaient la plupart des prestataires de ce matin, notamment les gens de chez Cat Deviews, qui sont des proches voisins puisqu'ils sont dans les locaux de l'INRIA à 3 couloirs d'une autre. On a du coup la notion de stock shot 3D, on va dire, c'est-à-dire des éléments qui seraient déjà préanimés ou des gens qui, on pourrait mettre un paquet de personnes dans le fond, ça se gérait aussi bien que si c'était des éléments 3D, mais des éléments 2D, pardon. Mais ici, ce que je vais faire, c'est que plutôt que d'utiliser le format brut, je vais créer une nouvelle scène. Donc tout ce que vous voyez là, à chaque fois, se fait en fait au format USD. Et là, la seule différence, c'est que comme j'ai lié cet asset dans une scène USD, cette fois-ci, j'ai accès à toute sa géométrie. Je peux dire par exemple que le sol qu'il a sous les pieds, ça m'intéresse pas, que l'armature qui sert à faire du skinning, on gère les fichiers de cache aussi, on gère tout ce qui peut être stocké dans de l'alambic et dans de l'USD, ou même l'éclairage, j'en veux pas. Et donc si maintenant je reviens ici, que je supprime mon asset d'origine et que je mets la scène à l'intérieur, je vois plus rien parce qu'il n'y a plus de lumière, mais seulement ça me permet d'avoir cette fois-ci mon élément qui a été filtré parce que je l'ai mis dans une scène avant. Et puis, je peux venir composer ma scène dans ce qu'on appelle un stage. Là, par exemple, rajouter un environnement qui va permettre d'éclairer mon personnage et puis de rajouter un environnement là-dedans. Là, je vais placer par exemple ma caméra ici. Je vais passer à une focale de 25 afin d'avoir quelque chose d'un peu plus large. Et puis, je vais me positionner ici. Je vais créer une nouvelle caméra en fonction de cette vue, regarder à travers, la repositionner un petit peu. Et puis ici, ce qui s'appelle scène, en fait, c'est mon perso. Et je vais pouvoir dupliquer mon perso et éventuellement lui en faire un proche cousin qui est juste derrière lui, toujours avec les deux qui sont skinnés. Et donc, ça me permet de mettre en place ma scène directement comme ça. Alors, comme je suis dans un truc qui manipule le timing aussi bien que la 2D, je peux me positionner par exemple ici et venir décaler celui qui est derrière. Voilà, donc il va être là. Sauf qu'au bout d'un moment, le fait d'avoir bougé cet élément, son point de départ ici a été décalé aussi. Donc je peux venir prendre le point in et le ramener ici. Le problème, c'est que comme il n'y a pas d'animation avant, on va avoir un fixe. Et on a rajouté en fait pour les assets 3D ce qu'on trouve aussi dans les assets 2D, c'est-à-dire qu'on peut faire des loops, on peut faire des bands, on peut faire tout un tas de trucs comme ça, de manière à ce que du coup maintenant l'animation se joue en avant et en arrière et donc ils peuvent se curer les pieds tous les deux en même temps dans le couloir. Voilà. Donc le moteur de rendu qu'on utilise, c'est un moteur de rendu qui est issu de chez Google qui s'appelle Filament. Alors c'est fait par des gens chez Google, c'est pas supporté en 100% par Google, mais c'est des Frenchies qui font ça là-bas. Et donc si je devais le rapporter d'un autre moteur qui existe, ça ressemblerait un peu à Eevee dans Blender, c'est-à-dire que si par exemple je repasse ici en 2D, on a accès à des passes, donc pour l'instant on a exposé la passe de ZDef ou ce genre de choses, mais on a des choses comme par exemple l'ambient occlusion, où on a des choses comme par exemple le screen space reflection, ou peut-être du fog aussi, voilà, si on veut un petit peu, je vais juste changer la couleur de fond, hop, voilà, pour qu'on le voit un petit peu plus. Et donc, si je balade toujours ma souris là-dedans, là je suis repassé en mode 2D, donc c'est là aussi qu'on a le mélange entre 2D et 3D. Et je vais baisser un tout petit peu mon brouillard, voilà, pour le mettre ici. Et on a aussi accès, par exemple, au Depth of Field, qui va permettre de gérer la profondeur de champ à partir de là. Donc, avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais, par exemple, me placer au début de mon animation, mettre une première clé d'animation ici, me mettre à une dizaine de secondes à peu près, et puis avancer mon élément. Donc, le brouillard peut être en fonction de la caméra ou global à toute la scène. Je vais juste reculer un tout petit peu ici. Voilà. Et maintenant, je vais réactiver la profondeur de champ limitée, et ça va me permettre de dire, au début, sur ma caméra, je vais faire le focus par exemple à cette distance-là, sur le premier, mettre une première clé d'animation, et puis ensuite, je vais continuer à faire le focus sur le premier, voilà, jusque-là à peu près, mais à partir de maintenant, hop, maintenant, je fais le focus sur celui qui est derrière. Le moteur qu'on utilise ici, c'est Filament qui permet d'aller relativement vite, mais l'intérêt du SD, c'est que sur le papier, on est capable de linker à n'importe quel moteur de rendu.
C'est-à-dire que si à un moment on a envie de remplacer ça, on a fait des tests avec RenderMan par exemple, l'USD venant de chez Pixar et RenderMan venant de chez Pixar, c'était plus facile à utiliser. Et donc on voit directement le rendu RenderMan dedans, et puis les path tracers qui calculent de plus en plus vite avec des denoisers derrière, ça permet d'avoir un rendu interactif, et au passage en même temps on fait le compositing à la volée par-dessus. Le but c'est d'essayer de ne pas avoir d'image intermédiaire aussi, ça réduit énormément le stockage. On a aussi la possibilité de dire qu'on va prendre une image qui est 2D, par exemple celle-ci qui est là, et puis je vais la passer en 3D et je vais la reculer un petit peu plus derrière et je vais la grossir. Donc là, cette fois-ci, elle est mise sur une plaque et puis je vais la placer à l'extérieur et ça me fera un décor pour regarder à travers les fenêtres. Voilà. Donc on a cette notion de je prends de la 2D, je la mets dans la 3D et donc j'ai mon élément qui est comme ça. Et puis maintenant que j'ai fait ça, je peux aussi faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais créer une nouvelle scène. Je vais mettre dedans, lier dedans une autre scène qui s'appelle le screen, là, voilà, qui est là. Et dans cette scène, j'ai un écran sur lequel j'ai une image, un objet, excusez-moi, qui est l'écran, et je vais overrider cet écran. C'est-à-dire que l'USD nous permet de faire ça. Non seulement on peut faire une espèce d'agglomérat de différents éléments pour au final constituer une scène, mais on peut aussi localement, sans détruire la scène d'origine, c'est très important, juste faire un override, un petit changement local, pour lui dire, finalement, cet élément-là, je vais te rajouter un nouveau matériau dessus, je vais te demander à ce que tu l'utilises, et ensuite, ce matériau, je vais te dire que tu n'as pas besoin d'être éclairé pour voir ce qu'il y a dedans. Et là, cette fois-ci, l'animation que j'ai fait au début, je vais lui dire, tu l'utilises comme texture. Donc, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait en 2D depuis le début, les compositions, des animations que vous pourriez utiliser ou ce genre de choses, vous avez la possibilité de l'utiliser comme texture selon les UV, selon ce genre de choses. Et si je reviens maintenant dans ma composition, j'ai juste à prendre en fait cet élément et à le rajouter dans mon élément. Et là, cette fois-ci, il va venir sur la gauche. Voilà. Il faudrait juste que je refasse un petit coup de défocus. Hop, voilà, juste pour refaire le point au début. Ça nous permet de prendre de la 2D, de le mapper sur de la 3D, et ensuite, une fois qu'on a tout ça, ça permet aussi de prendre le rendu final qu'on a ici, et de le remettre dans une autre composition, par exemple, et à partir de maintenant, cet élément-là, c'est redevenu, ici, de la 2D. Donc on peut venir le remodifier, on peut rajouter éventuellement des éléments par-dessus, et puis lui dire, par exemple, que cet élément-là, il est où? Il est là, hop, voilà, je vais rajouter quelqu'un qui a éternué sur l'objectif devant, le réduire un petit peu. Et cette composition qui est ici, à la différence d'autres logiciels qui marchent aussi en layer base, lorsque je vais le déplier, donc cette sous-composition fait appel à une autre composition, et si je déplie ces éléments, j'ai accès à tous les layers qui sont ici. C'est-à-dire que maintenant, post-compositing, entre guillemets, je vais avoir la possibilité, lui, ici, de le déplacer, voire de le retourner pour que les deux se regardent. Voilà, s'ils ont envie de faire un Shifumi ou un truc comme ça. Et on a une notion aussi qui s'appelle les packages, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait dans le projet, je peux l'encapsuler dans une sorte de gros fichier qui va être encrypté, qui va être compressé, et sur lequel je peux éventuellement mettre en façade des contrôleurs. Donc par exemple ici, je l'ai fait avec un truc type motion design classique, c'est-à-dire que vous voyez, il y a un truc qui s'appelle Your Title ici, mais quand je vais dans les paramètres ici de la composition, j'ai un panneau de contrôle qui est affiché. Il faut un Shifumi dans l'espace, donc c'est Shifu Space. Et puis ça va permettre, vous voyez, automatiquement d'assombrir le fond et ensuite de faire apparaître cet élément-là. Et ça, vous pouvez le remettre dans un package et en faire encore des packages et des packages. Le but du jeu, c'est notamment pour la série, c'est de dire que quand vous avez des personnages, par exemple, vous pouvez les importer sans animation. Par-dessus, vous pouvez rajouter une animation parce que vous aviez que le squelette, par exemple. Et puis vous allez faire plus et vous allez rajouter un vaisseau spatial ou une rue ou ce que vous voulez. Et donc vous faites des assets que vous allez pouvoir réutiliser régulièrement. Donc ça, c'était pour la démo dans le logiciel. Donc Autograph, ça peut faire du rendu et du compositing à la volée. Nous, on ne vend pas le temps réel, on vend du temps interactif. Pourquoi? Parce que dans tout ce que je ne vous ai pas montré ici, on a aussi un pipeline de 2D complet, où on lead le XR, on peut faire du multipass, on fait que du 32 bits par couche de A à Z, linéaire. On ne sait pas ce que c'est que le 8. Et on n'a pas d'image intermédiaire dans ce cas-là, donc ça permet aussi d'itérer sans avoir besoin de faire des images intermédiaires. Encore une fois, on n'est pas Blender, on n'est pas Maya, on ne fait pas d'animation, on ne fait pas de modeling, on ne fait pas ce genre de choses. Mais le but, c'est d'essayer de récupérer tout ce qui est fait par d'autres et de venir l'agréger directement dans le système. Donc voilà, le système d'animation 2D, je vous ai juste montré les animators, mais on en a des dizaines d'autres. Et donc, rappelez-vous, on peut se connecter
accès à des moteurs de rendu externes. Et je terminerai juste sur le fait que quand on a commencé à s'intéresser à USD il y a 3 ans, on nous a dit c'est super, regarde, on a ouvert la boîte, en fait il n'y avait rien dans la boîte. Donc ça nous a pris un peu de temps à intégrer tout ça. Et le truc qui reste encore à intégrer, ça a beaucoup évolué, mais le truc qui reste à être standardisé, c'est les matériaux. Et il y a la norme Material X qui a été open sourcée par Autodesk qui va s'imposer, je pense, comme étant la norme. Et donc, qui va nous permettre aussi d'échanger des matériaux par rapport à ça. Merci de votre attention.